Bienvenue sur la TFM. Merci d'être fidèle à votre émission Question Directe qui reçoit aujourd'hui Kebzabo Saleh. Kebzabo Saleh est le chef de file de l'opposition au Tchad. C'est le président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, un parti d'opposition au Tchad. Monsieur Kebzabo Saleh, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en tournée dans la sous-région. Pourquoi? Je voulais tout d'abord vous remercier de me recevoir sur votre plateau et de pouvoir ainsi m'adresser à vos téléspectateurs qui aujourd'hui, je le sais, se trouvent un peu partout dans le monde, ce qui dénote un peu le succès de votre jeune télévision. Merci. Mais comme vous le dites, c'est disons une petite tournée que je fais en Afrique de l'Ouest, Niamey, Bamako, puis Dakar, pour des raisons strictement personnelles. Je voulais vraiment remercier tous les camarades, tous les amis, tous les frères de cette région à laquelle je suis très attaché, qui m'ont apporté leur soutien multiforme l'année dernière, durant les dures épreuves que j'ai connues au plan politique, menaces d'arrestation, menaces de levée d'immunité pour être arrêté à 2 reprises. Et je crois que l'appui le plus constant et le plus puissant qui me soit arrivé vient d'Afrique de l'Ouest. Donc je suis venu remercier les amis pour cela. Vous êtes opposant tchadien. L'actualité au Sénégal aujourd'hui, c'est l'affaire de Sénabré. Vous la suivez un peu par rapport à son arrestation, par rapport au procès qui est proclamé avec les chambres africaines extraordinaires. Quelle analyse en avez-vous? Je voulais d'abord dire que l'affaire Sénabré, qui aujourd'hui est d'essence tchadienne, est devenue une affaire africaine. D'abord, du fait de la délocalisation de ce procès, Sénabré est dans ce pays depuis maintenant 23 ans, je crois. Et le Sénégal en a fait son affaire, c'est tout à fait normal, il va être jugé ici. Du fait aussi du caractère spécial du tribunal qui a été créé à cet effet, et qui fait donc qu'aujourd'hui, cette affaire est devenue une affaire continentale, voire une affaire mondiale. Je pense que, de prime abord, ce qu'il faut faire remarquer dans cette affaire, c'est le fait que ce procès doit être didactique. En ce sens que nous espérons en tout cas que tous les dictateurs aujourd'hui en place en Afrique, et ils sont nombreux, devraient se dire qu'ils ne sont à l'abri de rien du tout. Tant qu'ils sont des démocrates, tant qu'ils font de la bonne gouvernance, tant qu'ils ne tuent pas et tant qu'ils ne pillent pas, c'est cela qu'on demande pour l'Afrique. Mais quand on est au pouvoir pour se comporter comme Hissène l'a fait, avec une cohorte de morts dont on sait que la commission d'enquête a pu établir au bas mot 40 000 morts environ, je crois que c'est inadmissible. Ça doit se payer et il faut qu'il le paye. Comme tous les crimes de sang, comme tous les crimes économiques commis dans nos États, ils ne doivent pas être impunis. C'est ça la grande leçon, je crois, qu'il faut tirer de ça. Et c'est pour cela que je souhaite que ce procès se déroule vraiment dans des conditions les meilleures, dans les meilleures conditions de transparence, d'équité, que Hissène Habré lui-même puisse vraiment s'exprimer comme il le veut, comme il le souhaite, et que sa défense le soutienne, et que aussi l'Afrique suive ce procès, que le Sénégal suive ce procès, que le Tchad suive ce procès, et que l'Afrique en général puisse suivre ce procès, de telle sorte qu'on ne nous fasse pas de compte rendu tronqué, qui puisse arranger tel ou tel côté, que chacun puisse en faire sa leçon, en tirer sa leçon, que chacun puisse analyser ce qu'il aura vu et entendu. Et je crois qu'en cela, ce sera vraiment une bonne leçon dans l'histoire africaine. Je peux vous dire qu'au Tchad, ce procès est attendu avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité même. Comment les populations justement au Tchad voient ce procès? Est-ce que derrière ce procès, ils ne voient pas leur ancien chef en train d'être jugé quelque part en Afrique? Parce qu'il y a une controverse autour de ce procès. Certains estiment que Hissène Habré, ce qu'on lui reproche, il ne l'a pas fait. Ceux qui sont de son camp. D'autres estiment qu'aujourd'hui, qu'il faudrait qu'il soit jugé en Afrique, qu'il ne soit pas jugé ailleurs, comme on le fait avec des chefs africains, avec Laurent Gbagbo aujourd'hui qui est à La Haye, et Charles Taylor qui est jugé à La Haye aussi, à la CPI. Il me serait difficile de prendre part dans ce débat, a-t-il tort ou raison? J'observe tout simplement qu'au Tchad, durant les 8 années de pouvoir de Hissène Habré, il y a eu beaucoup de gens en prison. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts en prison. Et il n'y a pas aujourd'hui un seul Tchadien qui va vous dire qu'il n'est pas au courant. Il n'était peut-être pas au courant. Mais tous les Tchadiens, d'une façon ou d'une autre, sont touchés par ces crimes qui ont été commis.
Parce que si ce n'est pas un parent direct, c'est un parent indirect, ou c'est un ami, ou c'est une relation. Donc c'est en cela que cette affaire est emblématique. Tous les Tchadiens s'y intéressent parce que tous les Tchadiens sont concernés d'une façon ou d'une autre. Donc maintenant, je pense qu'il serait fallacieux de vouloir défendre Hissène Habré en disant qu'il n'est auteur de rien du tout. Veut-on dire que parce qu'il est chef d'État, il n'a pas lui-même exécuté les personnes arrêtées ou n'a-t-il pas contribué et participé à des opérations d'interrogatoire ou de torture? Il y a des témoignages. Il y a des témoignages, je pense que ces témoignages-là sont plus forts que ce que d'aucuns disent juste parce qu'ils sont partisans de Hissène. Le problème aujourd'hui n'est plus, de mon point de vue, d'être partisan ou contre Hissène. Le problème, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire en sorte que ce procès apporte quelque chose à l'Afrique. C'est en ça que c'est important. Maintenant, ce procès devait-il se dérouler en Afrique ou ailleurs? Je n'y vois pas une importance particulière. Je dis tout simplement, en m'adressant à mes frères africains, en particulier à ceux qui sont au pouvoir, que leur peuple leur a donné un mandat de les diriger dans la bonne direction, de les respecter en tant que peuple, de respecter leurs droits et leurs libertés, et de faire en sorte que leurs États avancent dans la démocratie, dans la transparence, dans l'égalité, dans le développement. C'est ça le mandat qu'on donne à nos dirigeants quand on vote pour eux. Lorsque maintenant tout cela est dévoyé par la pratique du pouvoir et que le pouvoir devient un pouvoir personnel, et que chacun se met à se comporter comme il veut, ou comme dit de façon vulgaire, comme dans la plantation de son père, mais forcément ça donne toutes ces dérives auxquelles on a participé, auxquelles on a assisté, et auxquelles on assiste encore dans certains pays africains. C'est cela le drame. Nous n'avons pas été capables de bien gérer nos pays. Il faut bien que d'autres nous aident d'une façon ou d'une autre à nous en sortir. Et là, nous sommes dans le domaine du droit. Moi, je pense, je ne suis pas particulièrement choqué. De prime abord, on se dit, mais oui, mais pourquoi est-ce que les Blancs se mêlent de tout ça? Mais ne donnons pas l'occasion aux Blancs de s'en mêler. Faisons ce que nous devons faire normalement. Construisons nos pays correctement. Et je pense qu'aucun Blanc ne viendrait s'ingérer dans nos affaires si nous le faisons normalement. On n'en aurait même pas besoin. Dans l'affaire Hissène Habré, c'était estime qu'aujourd'hui, l'actuel président, Idriss Déby, était avec Habré en tant que chef d'état-major de l'armée tchadienne, qu'il a une part de responsabilité. Ce que refusent les gens Idriss Déby en disant que non, il n'était pas directement sur le terrain en train de faire ses affaires. À l'évidence, l'actuel chef de l'État, Idriss Déby, était aux affaires. Il a été responsable des services de renseignement en tant que commissaire, en tant que conseiller à la sécurité du président de la République, mais il a été aussi chef d'état-major, donc il a dirigé les troupes. Certains l'ont même vu sur le terrain. Mais cela étant, je pense que tout cela va se dénouer pendant le procès. Je vous rappelle que les accords signés permettent aux tribunaux d'interroger tout le monde. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Même le chef d'État. Les chefs d'État eux-mêmes vont être interrogés. Donc Idriss Déby, il le sait, il l'a dit qu'il était à la disposition des tribunaux, va aussi être interrogé. Et s'il a donc des moyens de défense qui lui permettent de prouver, de démontrer qu'il n'était impliqué en rien du tout dans tout cela, je pense que les choses se clarifieront d'elles-mêmes. Si c'est le cas contraire, là aussi je pense qu'on établira les faits et la vérité. Hissène Habré lui-même, il est là. Il est là pour dire les choses, pour dire les faits. Non pas de façon démagogique ou mensongère, mais de dire de façon précise comment les choses étaient dirigées sous son mandat. Comment est-ce que les services qu'on appelle par exemple la DDS, qui était la police, le bras armé du pouvoir, qui était une police terrible, jusqu'aujourd'hui quand vous dites DDS au Tchad, ça évoque quand même un certain nombre de souvenirs pour certaines personnes. Donc est-ce qu'Hissène Habré est en mesure de dire qu'il n'a pas contribué à la création de la DDS, qui était sous son service direct? Je ne pense pas. Peut-il dire aujourd'hui qu'il n'a pas participé aux opérations, il n'a pas donné des instructions aux militaires pour sévir dans telle ou telle région, comme le disent certains, notamment le septembre noir de 1984, où la plupart des intellectuels du Sud ont été systématiquement assassinés? Non, je pense qu'il y a
une responsabilité que chacun doit assumer. Et il doit pouvoir l'assumer tout à fait normalement, que ce soit Hissène Habré, que ce soit Idriss Déby ou d'autres tapis dans l'ombre qu'on ne connaît pas mais qui vont être démasqués. Je crois qu'il est tout à fait normal qu'un procès comme celui-ci, équitable et transparent, puisse établir les faits et que les uns et les autres demandent pardon au peuple tchadien et aux Africains. C'est à ça qu'on devrait, de mon point de vue, aboutir. Parce que je ne vois pas, 30 ans après les faits, qu'on puisse juger quelqu'un à la pendaison ou à la fusillade. Je pense que, pour moi en tout cas, l'objectif final, c'est d'arriver à une sorte de réconciliation, une sorte de pardon généralisé que les gens, avec tout le temps qui s'est passé, de toute façon, beaucoup de gens ont oublié. Et pour que ceux qui n'ont pas oublié puissent pardonner et que ceux qui demandent pardon le fassent de façon humble. C'est tout ce qu'on leur demande et non pas d'aller se murer dans une sorte de défense qui est ridicule. Mais il y a les avocats de Hissène Habré qui disent que l'État tchadien a débloqué de l'argent, pratiquement 2 milliards de francs CFA pour la tenue de ce procès et toutes les procédures qui vont avec. Pour eux, l'État tchadien ne peut pas être jugé parti dans cette affaire. Mais il appartenait au tribunal ou au gouvernement sénégalais de refuser cette aide. J'ai cru comprendre que la contribution du Tchad, comme la contribution du Sénégal, comme la contribution des pays européens, était bien tombée pour permettre à cette machine de se mettre en route parce qu'elle peinait à démarrer. Maintenant, je crois qu'il est toujours temps d'y renoncer. Si on pense que cette contribution pourrait avoir une tendance quelconque à biaiser les choses, ben, il faut restituer cet argent au Tchad. C'est simple de mon point de vue. Vous disiez tantôt qu'au temps d'Hissène Habré, c'était un État assez sanguinaire, entre guillemets, très fort, comme vous le dites, qui a fait beaucoup de crimes, comme vous l'avez dit tantôt. Est-ce que le Tchad, depuis lors, a changé dans sa façon de fonctionner? Ah oui, le Tchad a beaucoup changé. Le Tchad a beaucoup changé. Je n'en veux pour preuve que l'existence des partis politiques, qui à l'époque de Hissène Habré ne pouvaient pas être créés. N'oubliez pas qu'à la Baule, c'est Hissène Habré qui a répondu à Mitterrand qu'il n'avait pas de leçon de démocratie à recevoir d'un Européen. Et ça veut dire quoi? Je crois que de ce point de vue, il y a eu beaucoup de progrès au Tchad. Mais maintenant, dans la pratique, je voudrais bien qu'on s'entende. Je voudrais bien qu'on s'entende. Il y a l'enveloppe et il y a le contenu. Le contenu a changé, ou pas? Le contenu aussi a changé. Les méthodes ont changé? Les méthodes ont évolué, disons. Parce qu'il ne faut pas oublier tout de même que le parti au pouvoir au Tchad aujourd'hui, le MPS, est un héritier direct de l'UNIR, le parti de Hissène Habré. Avec, de façon générationnelle, pratiquement les mêmes responsables de l'UNIR se retrouvent aujourd'hui dans le MPS. Le MPS garde les mêmes bureaux que l'UNIR un peu partout dans le pays. Et l'héritage en lui-même, même l'héritage politique et intellectuel, des gens comme Hissène Habré eux-mêmes, comme Idriss Déby lui-même ou d'autres qui aujourd'hui sont avec lui, sont issus de cette machine de l'UNIR. Et donc forcément dans la pratique politique d'aujourd'hui, et c'est contre cela que nous nous battons, vous allez trouver encore des réminiscences, des restes de toutes ces pratiques. Parce que nous on est convaincus que, et c'est dans la pratique qu'on le voit, si aujourd'hui il n'y avait pas une opposition assez forte et résolue qui se bat contre le système en place, on va tout droit vers le parti État. C'est vraiment le vœu du parti au pouvoir aujourd'hui. D'une élection à une autre, on se rend compte qu'on n'évolue pas bien. La fraude augmente, le vol augmente. Et cela n'est pas du tout caractéristique d'une bonne démocratie. Et je crois que c'est ça l'image même qu'il faut donner pour se dire qu'un pays où, à chaque élection législative, par exemple, le président ne peut se contenter que d'une majorité des 3/4 ou des 4/5, c'est malsain. Un pays comme le Tchad qui se porte de plus en plus mal, où les Tchadiens de base ne savent pas où vont les revenus du pétrole, et qu'on dise qu'après chaque élection, le président l'emporte dès le premier tour, c'est malsain politiquement. Donc ça veut dire qu'il y a des correctifs qu'il faut pouvoir apporter pour permettre à la jeune démocratie tchadienne d'évoluer davantage de façon consensuelle et que vraiment qu'il y ait un peu plus de transparence pour que les gens puissent s'exprimer beaucoup plus librement et que l'expression des votes des citoyens se reflète réellement dans les résultats, ce qui n'est pas toujours le cas. Le Tchad est considéré aujourd'hui comme étant un pays pétrolier, qui a beaucoup de pétrole. Est-ce que les Tchadiens vivent mieux? Le Tchad est considéré, à raison, pour un pays pétrolier, c'est tout à fait vrai. L'exploitation du pétrole a commencé il y a 10 ans exactement. Mais des différents bilans qu'on en fait dans les réunions, dans les conférences, tous les bilans qu'on a fait depuis l'année dernière,
n'ont pas amené une conclusion probante selon laquelle tout cela se manifeste dans un meilleur bien-être des Tchadiens. Et c'est bien le grand problème aujourd'hui au Tchad. Les prix montent de façon excessive. Le gouvernement se démène comme un fou pour essayer de maîtriser les prix, notamment des denrées de première nécessité. Il n'y arrive pas. Donc ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que les Tchadiens de base, qui sont les plus nombreux, qui sont peut-être 70 à 80% de la population, ne mangent pas à leur faim. Ils ne mangent pas correctement. Ils ne mangent pas 2 fois par jour. Ils mangent à peine 1 fois par jour et pas de bonne qualité. Ils ne se soignent pas bien. Parce qu'avec tout ça, vous savez que c'est un pays où il y a certaines maladies endémiques qui sont de plus en plus importantes et non maîtrisées. Le système de soins ne sont pas au point, les centres de santé ne sont pas assez nombreux, bien équipés ou avec du bon personnel pour intervenir dans les cas de maladie. On n'a pas une politique de santé adéquate qui puisse vraiment prendre la santé des Tchadiens en main pour que les Tchadiens sentent que les fruits du pétrole, c'est cela aussi. L'éducation. Le grand désastre au Tchad, c'est l'éducation. Le système éducatif est complètement en panne. D'année en année, on voit des jeunes qui sont formés, on ne sait pas quoi en faire, et leur nombre diminue de façon drastique. Vous prenez le cas du baccalauréat de l'année dernière, il y avait à peine 10% d'admis au baccalauréat, et les autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et donc, on a toutes ces machines-là qui tournent mal dans notre pays, et on ne voit pas très bien en quoi est-ce que les revenus du pétrole ont pu servir à quelque chose. Bien sûr, vous avez été à N'Djamena, je crois, je ne sais pas si vous y étiez. Ceux qui sont allés ces 2 dernières années jusqu'à maintenant disent « Oh, le Tchad a changé », bien entendu, parce que certains quartiers attractifs du côté de l'aéroport, dans les quartiers administratifs, ont été complètement refaits, rebâtis avec de belles rues et tout. Mais revenez dans les autres quartiers, vous allez voir, en saison de pluie, il faut encore une pirogue pour se déplacer d'un endroit à un autre. Les 2 tiers de la ville de N'Djamena n'ont ni eau ni électricité. C'est quand même des indicateurs dont je pense qu'ils sont plus probants pour parler des signes de développement. Mais vous êtes député à l'Assemblée nationale. Où va l'argent du pétrole? Si je le savais, je vous le dirais. Votre rôle, c'est de contrôler. Malheureusement, si je vais vous dire, pourquoi est-ce que je ne réponds pas à la question? Malheureusement, le budget, la loi de finances au Tchad, elle est fictive. Elle est tout à fait indicative. Elle ne correspond pas à la réalité des chiffres, elle ne correspond pas à la réalité des consommations. Vous avez des ministères qui vont vous dire qu'ils ont fini l'année avec un taux de consommation de leur crédit d'à peine 20 ou 30%. Comment ont-ils pu tourner? Comment ils ont pu terminer une année entière avec 20 à 30% seulement de taux de consommation de crédit? Où est donc dans tout cela l'argent du pétrole? C'est la question qu'on se pose. Vous savez qu'au départ, nous nous étions présentés comme étant des hommes de bonne vertu en signant beaucoup d'accords pour le pétrole, les pourcentages pour les générations futures, pour les régions productrices, pour les ministères prioritaires, et ainsi de suite. Et vous avez vu que le président Déby, il y a quelques années, a cassé toute cette machine, s'est débarrassé de la Banque mondiale, et donc aujourd'hui, il gère ce pétrole, les fruits du pétrole, comme il le veut. C'est ça le pouvoir personnel que nous critiquons et que nous condamnons. Le pouvoir personnel, dans sa perversité, amène un régime, amène un homme à s'asseoir et à faire du bien public une propriété personnelle, sans possibilité de contrôle. Il ne rend compte à personne. Vous me dites, on est député à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée? Vous posez des questions orales. On vient vous donner les réponses que l'on veut. Vous allez examiner le budget. Vous constatez qu'il y a des disparités dans le budget. Les chiffres ne correspondent pas aux réalités. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le pouvoir de quoi que ce soit, puisque le parti au pouvoir a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Donc c'est un peu pour cela que nous, on continue de se battre malgré tout, avec la société civile, avec d'autres forces, pour démontrer de plus en plus qu'il y a un système qui est mis en place, un système de prédation qui aujourd'hui bloque le pays. Parce que paradoxalement, le pays il est bloqué. Les salaires sont payés avec de plus en plus de difficultés. Et bien que tout soit aujourd'hui recentré pour le paiement des fonctionnaires, les dettes de l'État, elles sont bloquées, elles ne sont plus payées parce que justement, il y a une trésorerie qui est négative. Et avec tout cela, vous savez que le Tchad va recevoir l'année prochaine l'Union africaine. Ce dont on se demande pourquoi. À quoi est-ce que cela nous servirait vraiment? Sinon qu'à servir des destins tout à fait personnels, de grandeur qui n'existent même pas d'ailleurs. Et ça va nous coûter très cher. Aujourd'hui, l'État tchadien est en train de construire des hôtels 5 étoiles. L'État tchadien est en train de construire des villas pour recevoir des chefs d'État. Ok, mais après, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les vendre. Qui va les acheter?
Les hôtels, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les privatiser. Donc tout cela, nous savons quelles sont les mécaniques qui sont mises en marche dès maintenant pour faire des semblants de développement qui, de notre point de vue, ne sont pas du tout des options de développement. On ne développe pas un pays de cette façon-là. On développe un pays avec des méthodes, je pense, différentes, avec une vision d'abord pour ce qu'on veut faire pour son pays et avec des méthodes qui permettent une planification à court, moyen et long terme. Et sous le contrôle de l'Assemblée nationale, à ce moment-là, on dit que oui, on peut aller vers le développement. Mais quand le pouvoir il est personnel, il est exercé de façon de plus en plus personnelle, je pense qu'il n'y a absolument aucun avenir dans ce pays-là. Pourtant, malgré ce tableau noir que vous dépeignez de votre pays, Idriss Déby semble être sur le plan international adoubé par la France. On a vu le rôle que l'armée tchadienne a joué au Mali. Aujourd'hui, il est reçu par les plus grandes puissances internationales en disant qu'il fait partie quelque part des régulateurs des conflits en Afrique. Bien entendu. Vous savez qu'au début de l'année dernière, quand l'opération malienne était déclenchée au Tchad, nous avons apporté notre appui. Les opposants ont apporté leur appui. Parce que nous nous disons que ce qui se passe dans un pays africain, notamment le Mali, nous concerne. Ce qui se passe au Niger nous concerne. Ce qui se passe au Nigeria nous concerne. Et donc, si on peut contribuer à la stabilisation de ces pays-là, qui ne sont pas très loin de nous, si on peut contribuer de faire en sorte que le terrorisme ne s'empare pas d'un pays comme le Mali, qui représenterait alors un grand danger pour toute la sous-région, pour toute la bande sahélienne, qui va de la Mauritanie jusqu'à Djibouti. Je pense que oui, le Tchad aurait fait une œuvre utile. L'intervention du Tchad au Mali devrait être, de mon point de vue, considérée comme une intervention salvatrice, comme une participation effective du Tchad à l'édification de l'unité africaine. C'est dans ce sens-là qu'il fallait voir cette intervention. Mais en réalité, politiquement, ce n'était pas ça la vision. La vision des dirigeants tchadiens était tout simplement de profiter d'une situation comme celle-là pour redorer leur blason. Et je crois que c'est en cela que nous avons fini par condamner l'opération. Nous y avons contribué au début, mais à la fin, lorsqu'on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était une opération uniquement de repositionnement personnel pour que le président Déby, qui avait des ennuis ici ou là avec les Occidentaux, puisse se redorer son blason, nous avons dit non, nos enfants ne vont pas aller à mourir à l'étranger uniquement pour servir un homme. C'était pour servir un pays, servir l'Afrique et non pas pour servir un homme. Et d'ailleurs, malgré cela, il faut relativiser les choses. Moi, je pense que au total, lorsqu'on observe tout cela, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? C'est ce que j'ai dit aux Français, c'est ce que j'ai dit aux Américains, c'est ce que j'ai dit aux Européens de façon générale, c'est ce que j'ai dit à vous, aux Africains. Est-ce que malgré tout, quelque chose a changé au Tchad? Si rien n'a changé, comment peut-on adouber donc quelqu'un qui reste fondamentalement le même, un antidémocrate, quelqu'un qui s'attaque aux libertés tout le temps, quelqu'un qui ne permet pas une transparence électorale dans son pays? Donc, mais cela n'empêche pas les Occidentaux à continuer de sous-traiter avec lui par rapport à la sous-région. On a vu aussi le rôle qu'il a joué en Centrafrique en faisant pratiquement destituer, entre guillemets, un président qui, même s'il est vrai, M. Djatoya, qui était venu par coup d'État. Oui, là aussi il faut relativiser les choses, je crois. Hein. Et on a fini par voir la catastrophe centrafricaine dont on a attribué la paternité ou la responsabilité, en tout cas en partie, au Tchad. Ce qui veut dire que le rôle que l'armée tchadienne, avec le président Déby, ont joué en RCA ces 10-20 dernières années n'était pas un rôle tout à fait probant. En tout cas, les Centrafricains ne l'ont pas apprécié comme tel. C'est dommage qu'aujourd'hui, on accueille au Tchad des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est le résultat de cette politique que nous avons condamnée depuis plusieurs années. Parce que nous, dans l'opposition, nous avons toujours dit qu'il faut faire la différence entre ce qui est personnel et ce qui est étatique. Lorsqu'on mobilise une armée tout entière pour aller faire un coup d'État dans un autre pays au profit d'un homme, et que la même armée, on la mobilise encore pour destituer quelqu'un ou pour aider un autre à venir au pouvoir, ce n'est pas le rôle d'une armée. Ce n'est pas le rôle de l'armée tchadienne d'être le gendarme de la sous-région en quelque sorte. Ce n'est pas notre vocation. Et ça, nous le disons de plus en plus. Et je pense que les Occidentaux que vous citez, qui aujourd'hui cherchent des bras armés à leur place parce qu'ils ne veulent pas aller mourir pour nous, eux-mêmes, je pense, quand on parle avec eux, ils le savent. Ils savent quelles sont les limites de toute cette action. Et je pense qu'il faut que les Africains, il faut que les Tchadiens, il faut que ceux qui, fondamentalement,
ont une conception différente puissent l'exprimer et disent que non, ce n'est pas cette route-là qu'il faut suivre pour notre pays et c'est ce que nous pensons. Nous ne pensons pas qu'un pays puisse se développer ou que des dirigeants d'un pays puissent redorer leur blason au détriment de leur propre population. Parce que ce qui se passe en RCA est édifiant de ce point de vue. Oui, parce que l'armée tchadienne est considérée comme étant une armée quand même qui est rompue à la guerre, bien formée, très résistante par rapport aux autres armées des pays africains et qu'aujourd'hui, sur beaucoup de théâtres d'opération en Afrique, les Occidentaux font recours à une sous-traitance avec le Tchad pour gérer ces conflits. Et on voit ce qui se passe en Centrafrique aujourd'hui. J'espère que ça ne va pas durer. J'espère que cela ne va pas durer parce que la vocation d'un pays n'est pas d'avoir une armée, aussi puissante soit-elle, aussi guerrière soit-elle, pour n'intervenir que dans les théâtres d'opérations extérieures. Il faut que, je pense, qu'il y ait une certaine adéquation entre le développement d'une armée et le développement d'un pays. On a vu l'aspect de pauvreté, de misère des Tchadiens. On ne peut pas, à côté de cela, avoir une armée brillante alors que les Tchadiens souffrent. Donc je pense que fondamentalement, il faut gérer ces problèmes, il faut leur trouver une solution. Pourquoi est-ce que les Africains ne peuvent pas s'entendre autrement pour régler leurs conflits? C'est ce problème qu'il faut maintenant commencer à se poser de plus en plus. Sommes-nous assez mûrs pour avoir des armées qui vont contribuer à la stabilisation de notre pays? Ou bien est-ce que nous voulons que nos armées soient des armées faites pour aller soutenir des chefs d'État uniquement et non pas stabiliser un pays? Je crois que le débat il est ouvert. Nous, en son temps, l'année dernière, nous avions pris nettement position, l'opposition tchadienne. Nous avions nettement pris position pour dire que nous ne sommes pas d'accord que l'armée tchadienne aille intervenir en République centrafricaine pour soutenir un régime. Ce n'est pas notre vocation. Et je pense que de plus en plus, c'est cette question-là qu'il faut se poser. Malheureusement, pour ce qui concerne l'Afrique centrale, c'est cela notre école, c'est cela notre culture. Si tous les pays d'Afrique centrale aujourd'hui ne marchent pas normalement, ils sont bloqués quelque part, si les mécanismes ne fonctionnent pas, c'est parce que dans chacun de ces pays pris isolément, nous avons des partis États, des partis au pouvoir très forts, nous avons des dirigeants qui ont un pouvoir personnel de plus en plus fort et qui aujourd'hui bloquent la machine d'évolution africaine. Il faut que ces questions de sécurité africaine soient posées sur la place publique et qu'on en débatte. Qu'on voit exactement quel pourrait être le rôle d'une armée africaine dans la stabilisation et dans la sécurisation des pays africains et non pas dans le maintien au pouvoir des pouvoirs en perdition. Mais si ça s'est bloqué dans ces pays, surtout en Centrafrique, est-ce que ce n'est pas quelque part la faiblesse de l'opposition dans ces pays qui n'arrive pas à s'organiser de façon efficace? Mais je vous ai décrit tout à l'heure une situation comme celle du Tchad. Je viens de dire que c'est la même situation dans les pays d'Afrique centrale. Aujourd'hui, chacun des pays d'Afrique centrale que vous prenez est dans cette situation de parti quasi-parti État, de pouvoir personnel, avec toutes les dérives et les conséquences que vous pouvez imaginer. Ce qui fait que nous, on dit que tous ces pays-là refusent la démocratie, donc ils refusent le développement, et par conséquent, il n'y a pas de débat dans ces pays-là, il n'y a pas de débat qui puisse permettre à une opposition éclairée de s'exprimer normalement. Tout est mis en place pour écraser l'opposition. Tous les mécanismes d'État et autres sont mis en place pour ne pas permettre à l'opposition de s'exprimer sur certaines questions essentielles et de donner sa position. C'est cela le parti. Est-ce que cela ne veut pas dire quelque part que vous, de l'opposition, vous n'arrivez pas à avoir un soubassement populaire, à avoir une société civile forte derrière vous pour vous accompagner dans vos idées, dans vos changements? Bon, c'est vrai qu'on peut de loin penser que les partis politiques dans ces pays-là ne sont peut-être pas assez forts. S'ils étaient forts, il n'y aurait pas une fraude en permanence comme c'est le cas actuellement. On a observé cela ces dernières années, mais je pense que l'évolution actuelle dans chacun de nos pays devrait quand même nous amener à une observation et à tirer des expériences de tout ce que nous avons vécu jusqu'ici. Pour ce qui concerne le Tchad, en tout cas, je peux en parler avec beaucoup plus d'aise. Je crois qu'au Tchad, l'opposition a su tirer les leçons de toutes ces années que nous avons passées. Vous savez, par exemple, on a boycotté les dernières élections présidentielles, on a boycotté les précédentes et on va participer aux prochaines. Pourquoi? Parce que des mécanismes sont en train d'être mis en place pour lesquels on s'est battu pendant plus de 10 ans. Des mécanismes vont être mis en place pour une meilleure transparence électorale. Le problème, c'est celui-là. Quand les gens sont au pouvoir, et vous avez connu cela un peu aussi, vous avez failli passer par là il n'y a pas longtemps au Sénégal. Lorsque les gens se mettent au pouvoir, s'installent et
veulent prendre toutes les rênes du pouvoir militaire, administratif, financier et tout pour s'imposer face aux autres, c'est très difficile de s'en sortir. Il faut absolument qu'il y ait vraiment une société civile très combative, ce que vous avez eu au Sénégal, et qui n'existait pas encore, pas à ce niveau-là, en tout cas dans les pays d'Afrique centrale et en particulier au Tchad, où pour diverses raisons d'évolution, de contribution, de comportement, on n'y est pas encore arrivé, mais je pense que progressivement on va y arriver. On est en train de le faire au plan politique. Je suis certain que les élections qui viennent l'année prochaine ou l'année suivante, les présidentielles, les législatives que nous avons à l'horizon, ne vont pas du tout être celles que nous avons connues les années précédentes. Parce que l'opposition se réorganise, se restructure, tire les leçons des expériences passées et elle va effectivement participer à ces élections-là avec tout le poids qui lui revient. Et je pense que vous entendrez parler de tout cela. Rien ne peut plus se passer au Tchad comme avant, ça c'est certain. Mais pourquoi la société civile tchadienne n'arrive pas à être un véritable contre-pouvoir? Pas encore. Pourquoi? Pas encore. Parce que, faut-il le dire ainsi, parce qu'elle s'est battue trop tôt peut-être. Parce que il y a une vingtaine d'années, on avait une société civile très très combative. Elle a fait face à un pouvoir qui s'est renforcé de plus en plus. Et les phénomènes d'évolution sociopolitique de la société civile sont malheureusement aussi ceux-là dans nos pays. Dans une situation de paupérisation accrue, dans une situation où le parti au pouvoir se montre de plus en plus intraitable. Vous prenez le cas de la presse au Tchad, ces 2 dernières années, la presse tchadienne en a connu des situations d'extrême sévérité qui s'est abattue contre elle. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, que la même presse puisse aujourd'hui se comporter vraiment de façon tout à fait normale? Ils sont obligés de se replier. Les syndicats, c'est la même chose, les droits de l'homme, c'est la même chose. On les a pourchassés partout. C'était la chasse à tout ce qui pouvait être un combattant des droits humains, un combattant des libertés. Donc, moi, je me dis tout simplement que pour des raisons certainement de survie et de tactique, ils ont peut-être battu en brèche en se réorganisant eux aussi pour revenir très prochainement avec beaucoup plus d'armes. Ce n'est pas atteint aussi de par le phénomène de la transhumance qu'on voit ici au Sénégal, où dès qu'un parti vient au pouvoir, la société civile, peut-être de ses éléments les plus déterminants, rejoint les camps de pouvoir. Tous nos pays sont passés par là. Et je pense que tout cela fait partie de l'apprentissage de la démocratie. Il faut le mettre dans ce cadre-là et se dire que bon, de plus en plus, quand on va avancer, comme dans le système du tamis, la séparation du bon grain de l'ivraie va se faire. Et je suis sûr que votre exemple est là pour le démontrer. Malgré ce que vous dites, il y a eu quand même une société civile qui a été très combative et qui a été déterminante dans les élections dernières au Sénégal. Dans les autres pays, je pense que de plus en plus, on va aussi assister à cela. Je suis certain que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, la société civile, si elle sait se positionner où elle doit être, parce que c'est là aussi le problème de la société civile. Elle reste parfois dans la confusion. Elle ne sait pas jusqu'où elle peut aller se battre pour faire quoi. Elle croit parfois, dans nos pays, surtout francophones, qu'elle peut même remplacer les politiques, ce qui est une erreur grave. Et je crois qu'il y a ce conflit aussi qui a un peu été à l'origine d'un certain frein qu'on a vu dans nos pays. La clarification et l'évolution aidant, je suis certain que chacun saura exactement quel est le rôle qu'il doit jouer. Il y a une convergence de tout le monde dans la même direction et à un moment donné, il y a une séparation, que chacun reprenne sa place et que la société civile reste toujours combative, même face à ses alliés d'hier qui peuvent être ses adversaires de demain. C'est cette façon de voir qui manque encore un peu à notre société civile, dans nos pays en tout cas, et je suis sûr que ça aussi, ça est en train d'évoluer. Un peu partout à travers le monde, si on regarde aujourd'hui sur le plan de l'évolution mondiale, on parle en disant que c'est le temps de l'Afrique, que l'Afrique est le nouveau pôle de croissance à travers le monde. On voit les Occidentaux venir s'installer un peu partout, les Chinois venir s'installer, les autres venir s'installer en Afrique en disant que c'est le nouveau pôle de développement parce que l'Europe est en crise. Est-ce que les Africains, à votre avis, ont compris que c'est le temps de l'Afrique? Et que le leadership africain qu'on cherche aujourd'hui dans nos pays, il est là pour défendre les intérêts des Africains? Je n'ai pas cette lecture. Je n'ai pas cette lecture. Moi, je me dis qu'on nous embaume de tout cela pour mieux nous endormir. Lorsque vous prenez de façon intrinsèque chacun de nos pays, nous savons que nous avons une classe politique, une classe d'intellectuels assez poussée,
qui devrait être en mesure aujourd'hui de reprendre les affaires de nos États et de les conduire de façon tout à fait normale pour une meilleure gouvernance. Mais tant que chacun de nos pays n'aura pas atteint un point de bonne gouvernance, comment voulez-vous qu'on soit l'avenir du monde? Ce n'est pas possible. Lorsque vous avez encore la plupart des pays où les revenus du sous-sol sont confisqués par une minorité, lorsque l'injustice bat encore son plein dans tous ces pays-là, lorsque certains fondamentaux d'éducation, de santé, d'infrastructure ne sont pas conçus dans une vision globale devant permettre à tout le continent de se réveiller en même temps, comment voulez-vous qu'on puisse y arriver? Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on revienne vraiment à des fondamentaux. Nous ne pouvons rien inventer. Si aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la population du Sénégal, si 70% des Sénégalais sont illettrés, ce n'est pas avec des illettrés que vous allez être émergent. Ce n'est pas possible. Et être émergent dans quelle direction? Être émergent pour faire quoi? Avec qui? Où est-ce que le monde nous attend? Est-ce que c'est pour une distribution capitaliste du pouvoir et des revenus? Ou bien est-ce que c'est pour un libéralisme? Est-ce que c'est pour une social-démocratie? Tout cela n'est pas encore bien déteint dans chacun d'entre nous. Moi, je pense que c'est difficile. On n'y est pas. Moi, je ne suis pas optimiste comme je l'entends dire par certains dirigeants du monde. Je reste plutôt pessimiste. Tenez, il n'y a peut-être pas un rapport direct de cause à effet dans ce que je vais vous dire. Lorsque, il y a une dizaine de jours, j'ai appris que la Banque mondiale a suspendu un prêt à l'Ouganda parce que le président Museveni aurait signé des textes qui seraient trop durs pour les homosexuels. Je me suis dit, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Parce que la Banque mondiale est l'une des machines internationales devant nous permettre justement de nous développer et d'atteindre les niveaux qu'on souhaite pour l'Afrique. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent intervenir même dans nos problèmes de morale, dans nos problèmes d'éthique, dans nos problèmes de culture, dans les problèmes de notre civilisation? Ils veulent même régenter tout cela. Ils veulent donc formater tout le monde à la même image que l'Amérique ou l'Europe, je ne sais pas, et dire que de cette façon-là, nous, on va sortir du sous-développement et que nous serons émergents pour être demain des pays qui comptent dans le monde, je ne crois pas. Est-ce que ce n'est pas justement ça la défaite des élites africaines de développer leur pays, de ne rien attendre de la Banque mondiale? Si les Africains aujourd'hui pensent que le développement dépend de la Banque mondiale et que celle qui dicte le là dans les pays africains, c'est parce qu'ils ont échoué dans leur politique de développement. Absolument. Absolument. Et moi, je me rappelle que quand j'étais au gouvernement, j'ai pris à partie une délégation de la Banque mondiale en leur disant que vous nous proposez des miettes, vous nous amenez quelques milliards et nous savons qu'après votre départ, il n'y aura que des épaves de voitures et d'ordinateurs, mais pas de développement. À ce moment-là, on m'avait traité de tous les noms. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Nous constatons qu'en réalité, les pays africains ne s'assument pas. Les intellectuels africains ne s'assument pas. Et pourtant, nous avons des experts dans tous nos pays et dans tous les domaines. Mais tant qu'ils n'auront pas les moyens et la volonté de faire de la recherche et de permettre aux politiques de s'assumer, d'être plus en confiance pour aller par eux-mêmes et pour eux-mêmes, on n'y arrivera pas. Tant que c'est la Banque mondiale ou l'Union européenne qui viennent nous régenter pour nos problèmes d'éducation, nos problèmes de santé, nos problèmes d'infrastructure, non, on n'y arrivera pas. Il faut que, quand vous voulez construire une route pour aller à Ziguinchor et que vous êtes convaincu que c'est celle-là qui est à l'avantage de votre pays, il faut que ce soit les Sénégalais qui le pensent et qui l'expriment et qui le réalisent. Et non pas que des gens qui viennent de l'extérieur pour vous en convaincre. Malheureusement pour nous, c'est encore ça, le développement conçu à l'extérieur, qui viennent à l'intérieur pour nous imposer la direction à suivre. Je suis de ceux qui pensent que les Africains doivent s'assumer de plus en plus. Mais s'assumer demande une certaine endurance. S'assumer demande d'oublier une certaine facilité. Si aujourd'hui nous pensons que se développer, c'est une maison à étage, c'est des 4x4 rutilantes ou des voitures qui coûtent cher, on ne se développera pas. Se développer, c'est revenir à la base, dans la souffrance, dans le travail, dans l'endurance. C'est ça qui manque aux Africains. On nous a amené aujourd'hui à beaucoup de facilités. Et ce sont ces facilités-là qui font que moi je pense que c'est un facteur bloquant qui ne pourra pas nous permettre d'émerger, comme on nous le dit, on nous flatte, mais je n'y crois pas. Mais fondamentalement, ce que vous voulez dire, c'est un constat qui a été fait. Le problème de constat a été fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on passe de l'étape de constat et de diagnostic à l'action?
Moi, j'allais vous dire, mettez-nous au pouvoir. Non, mais plus sérieusement, il faut qu'il y ait au pouvoir des visionnaires. Il faut que les dirigeants africains, pas seulement les présidents, les membres de gouvernement, les membres des institutions, tous les grands cadres de nos pays, il faut que tout cela soit des visionnaires qui regardent dans la même direction. Il faut qu'il y ait un minimum d'entente pour qu'on puisse travailler ensemble et faire en sorte que l'Afrique soit émergente. Je ne pense pas qu'un seul pays africain puisse être émergent tout seul. Je n'y crois pas. Moi, je suis de ceux qui croient que seul le panafricanisme, tel que conçu historiquement par les Nkrumah et autres, peut être la voie qui peut permettre aux Africains de s'en sortir. Pris isolément, nous ne pouvons pas. Quelle population représentons-nous? 12 millions, 6 millions, parfois 3 millions, 20 millions pour les plus peuplés, c'est rien du tout. Il faut qu'on soit des puissances plus nombreuses, comme aujourd'hui l'Éthiopie, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria. Voilà des pays qui peuvent s'en sortir parce qu'ils ont la population. Parce qu'ils peuvent, avec de bons dirigeants, qui ont une vision du progrès, des gens qui ne sont pas là pour penser uniquement à la prédation, uniquement à mettre leur famille à l'abri, des gens qui pensent à l'avenir réellement de leur pays et du continent. C'est ça qu'il faut. Vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est ça qu'il faut. Mais ce n'est pas nous qui allons choisir ces dirigeants-là pour les mettre ici et là. Tous ceux qui aujourd'hui vous disent que l'Afrique est le continent de demain sont ceux-là même qui soutiennent les régimes les plus pourris. Il faut qu'il y ait une adéquation entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et ça manque. Et je crois que, pour me répéter, je pense que tant que nous serons dans cette direction que nous voyons aujourd'hui, je crois que nous Mais pour qu'il y ait ce changement de paradigme, c'est d'abord l'éducation. Il faut passer par l'éducation. Oui, absolument. Pour que la jeunesse africaine soit armée pour faire face aux nombreux défis du monde. Mais le problème, c'est que l'éducation en Afrique n'est pas basée sur nos valeurs culturelles. Non seulement l'éducation n'est pas basée sur nos valeurs culturelles, mais même l'éducation dite moderne n'est même pas réellement un objectif premier de tous nos gouvernements. Aujourd'hui, lorsque vous prenez les budgets d'éducation dans nos pays, les plus importants vont peut-être à 10-12%. Il y a des pays dont le budget d'éducation représente encore 6%. C'est une question de remise en cause totale de toutes nos mentalités. C'est vraiment revoir, refonder l'homme africain, c'est de ça qu'il s'agit. Et tant qu'on ne passe pas par la culture, par le développement, par l'éducation, pardon, on ne pourra pas y arriver. Moi, je suis de ceux qui pensent que prioritairement, il faut l'éducation. Il faut, pour ceux qui ne sont pas éduqués et qui sont adultes, il faut l'alphabétisation. Parce que quelqu'un qui a la houe ou qui cultive, qui ne sait pas calculer, qui ne sait pas écrire, ne peut pas se développer parce qu'il ne comprend pas ce qu'on lui explique. Il faut donc l'alphabétiser. Il faut commencer par une alphabétisation à outrance pour que dans les 10 années, par exemple, qui viennent, que tout le monde dans un pays soit alphabétisé, que l'éducation soit obligatoire, qu'on ne voit pas des enfants dans la rue qui ne vont pas à l'école, qui mendient, et ainsi de suite. Il y a des dispositions à prendre pour que l'éducation réellement devienne le moteur demain du développement de l'Afrique. Ce n'est que par là qu'on peut commencer. Et ça, c'est ma conviction profonde. Tout le reste ne peut venir qu'après. Évidemment, vous avez les problèmes d'éthique, les problèmes de morale, tous les problèmes de culture, tout cela qui font qu'aujourd'hui, avec le village mondial, dont certains se plaisent à décrire les vertus, ben, c'est notre perte. La mondialisation telle que conçue par les autres, c'est notre perte, parce qu'on n'a rien à apporter. On doit courir derrière les autres pour récupérer ce qu'ils ont fait pour nous. On ne peut pas. Aujourd'hui, vous êtes opposant au Tchad, vous aspirez un jour à diriger ce pays-là. Est-ce que vous avez espoir que votre pays, le Tchad, que les choses iront de mieux en mieux, que ça va changer, qu'il y aura une alternance démocratique? Oui, si on va vers une alternance démocratique, les choses iront mieux. Mais tant qu'on Vous y croyez? Oui, absolument. Sinon, je ne serais pas en politique pour faire ce que je fais depuis plus de 20 ans. Si vous avez des dirigeants qui s'accrochent au pouvoir uniquement pour s'accrocher au pouvoir sans résultat, effectivement, on n'arrivera à aucun résultat. Est-ce que vous sentez cette volonté de changement au sein de la population, du peuple tchadien? Oui, absolument. Au sein de la population tchadienne, comme de toutes les populations africaines, aujourd'hui, avec la radio, la télévision qui sont devenues accessibles à tout le monde, il n'y a plus aucun secret, il n'y a plus un développement qui soit caché par rapport à un autre. Les gens ont les yeux ouverts, comme on dit, les oreilles ouvertes. Ils savent ce qui se passe dans les autres pays. Ils savent ce qui se passe au Sénégal, au Congo, en Tanzanie. Ils voient tout, ils suivent tout. Donc ils peuvent comparer. On ne peut plus les enfermer dans un carcan comme à l'époque, comme il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. C'est terminé. Nous avons des populations qui sont aujourd'hui aptes
a enclenché un mouvement important. Je ne parle pas du tout de mouvement de contestation pour la révolution et autres. Non. Dans un changement qualitatif, nous avons aujourd'hui une population qui est un terreau pour cela. Les Africains aujourd'hui veulent le changement. Les Tchadiens veulent le changement, mais pas n'importe quel changement. Je suis convaincu que de plus en plus, si on peut effectivement aller vers une transparence démocratique beaucoup plus grande, si on peut contribuer à tout cela par des débats d'idées, non pas seulement des combats de personnes, si on peut montrer chacun d'entre nous ce qu'il est capable de faire, contrairement à ce que d'autres ne peuvent pas faire, c'est possible. On peut aller vers l'alternance. Et l'alternance, de mon point de vue, est, je crois, la meilleure chose qui se présente dans nos pays, parce que lorsque vous constatez, vous prenez les pays d'Afrique australe, les pays d'Afrique de l'Ouest, et que vous voyez quels sont les pays où se pratique l'alternance, ce sont ceux-là qui sont en tête dans tous les domaines. La bonne gouvernance et tout cela, parce que si vous savez qu'il y a alternance, vous cherchez à faire mieux pour rester au pouvoir, bénéficier de ces 2 mandats et laisser un bon résultat à d'autres qui vont vous suivre. Et en Afrique de l'Ouest, je pense que si vous observez où est-ce qu'il y a alternance, c'est dans ces pays-là que tout se passe mieux. Monsieur Kezabo Saleh, merci. Je vous rappelle que vous êtes président du groupe parlementaire de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, c'est ça, au Tchad, un parti d'opposition. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui êtes chez vous en train de nous suivre sur la TFM. Au revoir.